1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, guys, stand by. Non, mais celle-là, j'ai toujours eu je l'entends. Je l'avais les girls. Est-ce qu'on t'en met pas? No, because you want to learn. On est resté à Londres. Bon, on est allé du peu à l'extérieur. Parce que j'ai Fanny, je l'ai envoyé hier. Ah non, ouais, c'est nous, on avait un texte sur le web passé, mais juste avec Ah ouais, c'est vrai. Ah, ben c'est ça, mais il aurait pu. Ouais. Ah, mais moi, est-ce que dimanche? Non, je vais chercher là. Hier, ah oui, on était lundi. Lui a publié ça hier. Chez Bonheur, c'était dimanche à Ah oui, oui. Ouais, ouais, bref, c'est pas mais c'est cool. Comme c'est tout. Okay, 1 minute, 1 minute. Just keep parking at the Walmart parking lot. Yeah, exactly. Thirty seconds, 30 secondes. Ten seconds, second. Bonjour tout le monde, bienvenue au Théâtre national de la presse. Mon nom est Mme Cornelius, je te vois. On a avec nous ce matin, cet après-midi, Monsieur Bernier, accompagné de Mme Angèle Grenier et de Maître Hans Mercier. C'est Mme Grenier qui va surtout faire une allocution. I will ask you please to put all your little device in silence mode, please. So, allez-y. Merci. Alors, bonjour à tous. Ça peut vous surprendre, mais il est interdit de vendre du sirop d'érable au Québec. Vous m'avez bien entendu, ce sont les termes de la loi. Il existe un monopole syndical qui s'appelle la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, qui contrôle de A à Z tout ce qui est production, mise en marché, achat de sirop d'érable. Elle adopte elle-même des règlements, elle applique ces règlements et elle encaisse
les sommes exorbitantes qu'elle établit comme pénalité à même ses règlements auprès des producteurs. C'est ce même organisme qui est le syndicat qui doit représenter les intérêts de ces producteurs-là depuis maintenant plusieurs années. Plusieurs producteurs s'opposent à ce système-là au Québec qui, honnêtement, soulève beaucoup de questions dans une société libre et démocratique. Le mot « liberté » pour des producteurs acéricoles, je vous dirais, est difficile maintenant à comprendre dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte-là que ma cliente s'est opposée à ce système-là. De façon légale, par des moyens légaux, elle a pris un permis auprès des autorités fédérales pour exporter en dehors du Québec son sirop d'érable parce qu'elle ne voulait pas participer à ce système. Et permis qu'elle a eu après des inspections de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et cependant, la Fédération ne le voyait pas de cet œil. Elle devait rentrer dans le rang, c'est l'expression consacrée. Et depuis maintenant 10 ans, elle se bat devant les tribunaux pour essayer de valider l'autorité du gouvernement fédéral sur son commerce, qu'elle veut exercer légalement, mais surtout librement. Évidemment, ce sont des procédures extrêmement coûteuses pour ces gens-là. Elle est maintenant à bout de souffle, économiquement et moralement. Et elle désire s'adresser à la Cour suprême du Canada. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. J'ai accepté de la représenter pro bono, mais il faut comprendre que s'en aller devant la Cour suprême du Canada implique des coûts et des déboursés importants. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à vous aujourd'hui. Je laisse la parole à ma cliente. Bonjour. Moi, j'ai eu une érablière en 1992. Mes parents ont eu une érablière, mes grands-parents. J'ai été élevée dans le sirop d'érable. Puis mes parents étaient libres de vendre leur sirop d'érable à qui ils voulaient. Moi, j'étais libre jusqu'en l'an 2000. Ensuite, la Fédération est venue chercher tous mes droits que j'avais de liberté. Depuis ce temps, je me bats au départ avec un groupe, mais au fil des années, le groupe s'est dissipé parce que, soit par manque d'argent, par maladie, puis d'autres personnes ont rentré dans les rangs de la Fédération parce qu'ils avaient peur de tout perdre, parce qu'on peut tout perdre, parce que moi, ça va être ça mon cas. Si je perds la Cour suprême, je vais tout perdre. Il ne me restera plus rien. J'avais préparé ça avec mon mari pour une retraite en 1992. Puis présentement, j'en ai plus de retraite parce que tout ce que ça m'a occasionné de frais juridiques et autres, que la Fédération ne me lâchait pas. La Fédération me poursuit toujours, c'est jamais arrêté. Même hier, mon avocat m'a dit que même hier, j'ai reçu un autre pour les frais de déboursés de ma cour d'appel. Il a envoyé tout de suite les frais, même si je vais en Cour suprême. Vous voyez là présentement que ça n'arrête pas. J'ai des injonctions. Ça fait 2 années d'affilée que j'ai des injonctions. La Fédération a voulu saisir mon sirop d'érable en 2013-2014. Puis présentement, bien, je suis à bout de ressources financières vu que le groupe s'est dissipé. Puis moi, je me bats aussi, pas juste pour moi. C'est une liberté qu'on a perdue au Québec. Moi, pour ma part, je suis une Québécoise, mais je suis une citoyenne canadienne qui a des droits canadiens avec la Constitution. Puis, présentement, la Fédération acéricole enlève tous ses droits. Présentement, on n'a plus les droits de cette Constitution canadienne. Le Nouveau-Brunswick, l'Ontario les producteurs peuvent vendre leur sirop d'érable où qu'ils veulent. Mais moi, au Québec, je suis prise avec ce système qui est un monopole, puis qui m'enlève tous mes droits. Puis ça, c'est via l'UPA aussi présentement. Tout ce qui est Fédération au Québec appartient à l'UPA. Puis l'UPA, c'est un gros syndicat
qui détient tous les droits, puis même au-delà des droits du gouvernement. Présentement, le gouvernement ne peut pas changer les lois du Québec sur l'agriculture. L'UPA est trop forte présentement. C'est eux qui ont tous les droits. Le gouvernement, s'il veut changer quelque chose là-dedans, il faut qu'il aille devant l'Assemblée nationale, puis qu'il te demande des changements de loi. Sans ça, il peut pas, le ministère de l'Agriculture peut pas arriver demain matin puis dire on change on enlève le monopole de syndicat, puis on change les règles pour les quotas et tout ce qui a rapport à l'agriculture. Pas avoir de ministère de l'Agriculture présentement au Québec, ça changerait rien présentement, parce que c'est réellement l'UPA qui a tout le pouvoir là-dessus. Puis moi, je me bats depuis le début des années 2000 pour y retrouver ma liberté. Puis j'ai présentement besoin de tout le monde, de tous les citoyens du Canada, dont je fais partie. Moi aussi, je suis canadienne. Puis je demande l'aide financière pour débattre un problème d'exportation qui était le seul droit en agriculture que je pouvais avoir, puis qui m'a été enlevé. J'exportais mon sirop d'érable au Nouveau-Brunswick, puis j'ai plus ce droit présentement. Puis pour me battre, j'ai présentement au-delà de 100 000 $ de frais d'avocat et dépenses autres pour rendre mon jugement à terme, pour rendre la décision à terme, le combat. Puis avec l'aide du public, pas juste des agriculteurs, parce que c'est quelque chose c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les consommateurs, c'est bon pour tous les citoyens du Québec, du Canada, parce que c'est un système qui nous oblige à passer par eux. Et le sirop d'érable, vous voudriez avoir de mon sirop, je pourrais même pas vous en vendre, c'est impossible. Vous voulez avoir quelque chose de personnel, un terroir, vous pouvez pas présentement. Il faut que vous passez par la fédération pour avoir le sirop d'érable. Puis présentement, j'ai une campagne de financement que j'ai faite à partir avec mes enfants. C'est via le site GoFundMe. C'est le sirop d'érable n'est pas un crime. Si vous voulez plus de renseignements, rendez-vous à www.maplefreedom.com. Ça m'aiderait grandement et en même temps aussi, tous ceux qui me donnent un don, je leur remercie. Et aussi en même temps, ça montre l'appui au gouvernement de tous les citoyens ici au Canada, présentement. Puis j'ai même eu de l'aide aussi en dehors du Canada, de d'autres pays qui prennent à cœur le problème que je vis présentement. Puis j'en remercie à l'avance de votre aide. Puis si je gagne, je vais gagner une bataille pour les autres producteurs, mais si je perds, présentement, là, je perds tout. J'ai plus rien à moi. Je vais être obligée de faire faillite, puis je n'aurai plus de retraite, ça va être fini pour moi. On n'est plus dans un système... on n'est pas dans un système, excusez du terme, mais communiste au Québec. On serait supposé être dans un système libre. Je vous en remercie. Merci. Merci, Angèle. Pour moi, en tant que député de Beauce et candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, c'est une position que je défends, tout comme l'abolition de la gestion de l'offre dans les produits laitiers, les œufs et la volaille. Ce cartel, la gestion de l'offre doit être aboli. Vous le savez, ça a été une de mes premières positions dans le cadre de la course au leadership. Mais aussi, le cartel du sirop d'érable doit être aboli. C'est l'opposition du libre marché. Et Mme Grenier veut simplement que ses droits constitutionnels de vendre du sirop d'érable librement à qui elle le veut, peu importe où sont situés les individus, qu'elle puisse le faire.
Et la Constitution est claire là-dessus. L'article 121 de la Constitution permet le libre marché des biens et des services au Canada. Et ce que je demande actuellement au gouvernement Trudeau, c'est de faire respecter la Constitution. Le gouvernement pourrait agir rapidement dès le prochain Conseil des ministres et abolir le décret sur l'eau d'érable et le sirop d'érable du Québec qui donne ces pouvoirs-là à la Fédération québécoise et à l'UPA. Donc, le gouvernement Trudeau peut du jour au lendemain faire respecter notre Constitution et faire en sorte que Mme Grenier n'ait pas à débattre en cours son droit constitutionnel. Et si le gouvernement Trudeau abolit ça, bien, ça ferait en sorte qu'on n'aurait pas besoin d'être devant la Cour suprême et que le gouvernement respecterait sa propre Constitution. Donc, on veut ramener au pays, au Canada, la liberté de commerce. Just as supply management in dairy, poultry, and eggs products, we must abolish this cartel, the maple syrup cartel, for having more freedom in this country, and also for being sure that the constitutional right of Mrs. Grenier will be respected. And what the Trudeau government can do right now is to abolish the order in council, and that give the powers to the l'UPA in Quebec, and like that, Ms. Grenier will be free to sell her maple syrup. If they don't do that, she has to go in from the Supreme Court for having her constitutional rights respected. And so I'm asking to the Trudeau government to act right now and to give back her freedom and to be sure that the Article 121 in the Constitution will be respected. Merci. Aux questions maintenant. Joanna Smith, Canadian Press. Hi, excuse me, Mr. Bernier. If it's all right, I do have a couple of questions on a different topic. Well, first of all, I think we'll take question on that topic, and if you have other question on other topic. My name was called first. I'm sure there's going to be plenty of questions on maple syrup, I promise. But I am here for these questions. So Start with the maple syrup, and after that we'll... Maintenant? On prend les questions en ordre. Oui, il faut que j'attende mon tour. You issued a statement in response to what Kelly Leitch had said about the screening test for immigrants and anti-Canadian values, and you said it's unworkable. People can answer anything they want. But what about this concept of Canadian values to begin with? What are they, and who gets to decide those? Well, first of all, there are Canadian values, and on that point, and I agree with Ms. Leitch that there are fundamental Canadian values that must be protected and respected, such as equality before the law, equality between men and women, tolerance and freedom. And so this is our Canadians, strong Canadians' fundamental values. And also I can tell you that new Canadians and people born in Canada agree with these values. So the best way to promote our Canadian values is to be sure to integrate new Canadians to our society, is to offer them more opportunities and more freedom, and that will help to promote these values. So asking for questionnaires and things like that, like you said and like I said, it won't work. So the problem of radical Islam does not concern only immigrants, but also people born in this country. As you know, what happened in our country 2 years ago was from a Canadian born in Canada. So I think the solution to that is to beef up our securities agencies with more resources and more tools. You mentioned radical Islam. Now, Kelly Leitch did not mention radical Islam in her questionnaire or in her statement. Do you think it's obvious that's what she was talking about? Well, you must ask her, but if you look at the questionnaire detail, she asked some question about terrorism in Canada also. Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada. Je vais revenir à ça, mais avant, je pose une question sur la position que vous venez de prendre sur le sirop d'érable. Déjà, on avait entendu la frustration de certaines personnes en Beauce, des agriculteurs notamment, par rapport à votre position sur la gestion de l'offre. Est-ce que ça ne peut pas vous nuire dans une course où il n'y a pas tant de candidats que ça, finalement, de prendre des positions de la sorte et peut-être de vous mettre à dos certaines personnes qui pourraient vous appuyer dans votre province, le Québec?
Bien, je pense que les Québécois sont comme les autres Canadiens. Ils veulent payer moins cher, la moitié du prix pour ces produits, pour leur œuf, leur poulet et leur lait. Et ce que je dis est en ligne avec les priorités des Québécois et des Canadiens. Et oui, c'est vrai, en prenant une position pour la liberté de commerce, je travaille pour les 35 millions de Canadiens et non pas pour le cartel de l'UPA avec 19 000 producteurs sous gestion de l'offre au Canada. Je pense que les Québécois apprécient ça. Ils payent 2,6 milliards de dollars chaque année de trop pour soutenir un prix artificiellement élevé. Comme vous le savez, la Commission canadienne du lait a augmenté encore il y a quelques semaines le prix du lait de 2,25 %. Elle l'avait fait au début de l'année. Donc, c'est un cartel qui fixe le prix, qui fixe le niveau de production. C'est contre toute logique de libre marché. Et c'est important pour moi de prendre position par rapport à cela rapidement dans la course au leadership. Je l'ai fait dès le début parce que je prône la liberté économique et il ne peut avoir d'exception. 90% des producteurs de d'autres productions au Canada fonctionnent dans un marché libre sans gestion de l'offre et c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas un modèle parce que si la gestion de l'offre est un modèle, d'autres pays l'auraient adopté. Tous les autres pays ont aboli leur gestion de l'offre. La dernière a été l'Union européenne et c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de ses convictions. Et oui, ce n'est pas une position qui est populaire envers les producteurs laitiers de la Beauce. Ceux-ci pensent qu'ils vont disparaître si on abolit les quotas. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont un produit qui est de qualité, qui est un produit qui peut être exporté, et je les mets au défi de vendre leurs produits partout dans le monde, comme le font les autres producteurs. Donc, je ne travaille pas pour quelques producteurs laitiers qui veulent garder leurs privilèges. Je travaille pour l'ensemble de la population, et je suis fier de cette position-là. Sur la proposition d'immigration de Mme Leach, vous avez donc émis ce communiqué disant que oui, il y a des valeurs canadiennes, mais un test ne servira pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Et premièrement, comment on détermine quelles sont ces valeurs canadiennes-là et qu'est-ce que vous proposez pour les faire appliquer si ce n'est pas un test? Bien, premièrement, il y a à peu près 5 ans, la Fondation Pierre-Éliott Trudeau a fait un sondage, c'est sur Internet, vous pouvez le trouver, aux nouveaux immigrants et aux Canadiens par rapport aux valeurs canadiennes. Et je peux vous dire que si on regarde ce sondage-là, 90% des répondants, tant les personnes qui sont nées au Canada comme les nouveaux arrivants sont d'avis que les valeurs canadiennes incluent l'égalité devant la loi, l'égalité entre hommes et femmes, la tolérance, le respect. Donc, il existe des valeurs canadiennes et c'est à nous de les promouvoir. Ce n'est pas en ayant un questionnaire puis pour demander aux immigrants s'ils partagent ces valeurs-là ou non, c'est de s'assurer qu'on fait la promotion dans un pays libre, qu'on donne plus d'opportunités à ces nouveaux arrivants-là pour qu'ils puissent bien s'intégrer dans la société canadienne. Et toute la question du terrorisme ne peut être résolue avec un questionnaire. Ça doit être fait avec plus de ressources pour nos agences de sécurité et pour s'assurer de faire une évaluation adéquate des candidats et aussi de s'assurer que des Canadiens ne se radicalisent pas. Raymond Filion, TVA. M. Bernier, on entend de plus en plus de gens dire qu'ils seront candidats ou qu'ils songent sérieusement. Là, c'est le cas de M. Trost, M. O'Brien, Mme Bergen, M. Lemieux. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de gens dans la course, selon vous? Oui, c'est une bonne chose. Ça va faire des débats d'idées et ça fait en sorte que le parti puisse se renouveler. Moi, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des candidats. J'espère bien qu'au premier débat, que ces gens-là sont des candidats officiels, puisque j'ai des questions à leur poser lors du débat. Une question, pourquoi, si ces gens-là ne partagent pas ma position sur l'abolition de la gestion de l'offre et la liberté dans le domaine du sirop d'érable, pourquoi ils veulent garder un cartel, pourquoi ils ne veulent pas travailler pour l'ensemble des Canadiens et faire en sorte que le prix de ces produits-là baisse de moitié. Donc, il y a des débats intéressants et oui, je souhaite qu'il y ait plus de candidats qui soient là. Les gens vont avoir, je crois, à la liberté, je crois à la compétition. Les gens vont avoir une liberté de choix accrue et le meilleur gagnera. Mais le fait qu'il y ait autant ou la meilleure. Oui. Le fait qu'il y ait autant de gens dans la course, dont plusieurs qui ne parlent pas français, est-ce que c'est pas symptomatique peut-être du fait que la course ne décolle pas? Il n'y a pas de gros noms qui se démarquent jusqu'à présent?
Bien, j'ai toujours dit effectivement que le français est important. Certains candidats ont dit qu'ils allaient faire un effort pour apprendre le français. D'ailleurs, on va avoir un débat à Saskatoon au mois de novembre et je pense qu'au début décembre, un débat à Moncton, au Nouveau-Brunswick, bilingue, et le parti a convenu aussi d'avoir un débat 100% en français en 2017, donc l'an prochain. Donc, ces gens-là ont un peu de temps pour pratiquer leur français. Mélanie Marquis, Presse canadienne. Oui. Je sais que ça m'a monopolisé des attentions, mais je vais poursuivre dans la même veine sur la course à la direction, plus particulièrement un passage du communiqué de presse de Mme Leach la semaine passée qui disait que pendant sa course à la direction à elle, il fallait s'attendre à l'entendre parler beaucoup plus que moins de la question de l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable? Est-ce que vous pensez qu'il faut débattre de l'immigration dans le cadre de la course à la direction? Bien, c'est son choix à elle. Moi, j'ai amené des sujets qui préoccupent les Canadiens et comme vous avez vu dans mes annonces que j'ai fait dernièrement, ça porte beaucoup sur l'économie. D'ailleurs, on va avoir un discours à la fin septembre sur la vision économique et quoi faire pour s'assurer qu'il y ait plus de prospérité au Canada et qu'on n'ait pas des taux de croissance aux alentours de 2%. C'est des positions économiques, des positions de liberté que je veux défendre, mais je suis prêt à débattre de d'autres sujets. C'est son choix à elle et j'imagine qu'elle veut faire ce débat-là avec les autres candidats. Moi, je suis prêt aussi à en parler. Il n'y a pas de sujet tabou au sein du Parti conservateur du Canada et faisons le débat et les membres choisiront. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de dog whistle politics, pour faute de meilleur terme, une politique de division qui alimente une sorte de méfiance envers les immigrants, les nouveaux arrivants? C'est pas une politique que je propose. Je propose des politiques qui vont unir les conservateurs et unir les Canadiens. Elle a fait un choix. Faut respecter son choix et on va voir qu'est-ce qui va arriver à la fin de la course. Mais c'est pas moi à parler de sa stratégie. Vous devriez lui demander. Fanny Olivier, Presse canadienne. Oui, bonjour, M. Bernier. OK. Je vais revenir au sujet du sirop d'érable. Oui, merci. Je suis contente de vous faire plaisir, parce que Mme Grenier est ici, ça fait longtemps qu'elle se bat pour ça, puis c'est important pour elle et pour nous. Ce que vous proposez, M. Bernier, avec l'abolition du décret, c'est plus ou moins de passer par-dessus la tête des provinces. De la province de Québec, en fait, parce que c'est une juridiction 100% fédérale, Trade and Commerce, l'article 91.2, le commerce au Canada est de juridiction fédérale, donc le fédéral doit agir dans son champ de juridiction sans demander conseil aux provinces. Le ministre Paradis à Québec a dit qu'il allait étudier un rapport qui faisait la promotion justement de l'abolition des quotas. Est-ce que ça ne serait pas un peu mettre la charrue devant les bœufs, puis dans le fond envenimer les relations fédérales-provinciales que de demander au fédéral d'imposer tout de suite un décret là-dessus? Non, absolument pas. Le fédéral devrait abolir ce décret-là. Ce que je demande au gouvernement Trudeau, c'est d'abolir le décret et permettre la liberté de commerce dans le domaine du sirop d'érable. Mais je tiens à vous dire que les provinces se gênent pas lorsque le gouvernement fédéral, selon elle, agit sans respecter sa constitution et ne se gêne pas pour emmener devant la cour le gouvernement fédéral. Moi, ce que je dis, on a une constitution, elle doit être respectée. Le gouvernement fédéral doit pas gêner pour agir à l'intérieur de ses pouvoirs et s'assurer qu'il y a une liberté de commerce interprovinciale qui existe au Canada. Ça fait 149 ans que ce pays-là existe. George Brown, un des pères de la Confédération en 1865, a dit qu'il fallait former ce pays-là pour avoir une union économique et après 149 ans, à la veille de fêter notre 150e anniversaire, nous n'avons pas d'union économique au Canada. Il est le temps d'agir. J'ai fait une conférence de presse là-dessus, une prise de position très ferme pour avoir une charte des droits économiques et une commission sur la liberté économique qui va faire des enquêtes sur la réglementation provinciale et amener les provinces qui ne respectent pas la liberté de commerce et aussi la liberté de mouvement pour les travailleurs. Il est anormal qu'une infirmière ou qu'un docteur de Montréal peut pas travailler à Toronto ou à Vancouver. Il n'est pas normal qu'un travailleur de la construction de l'Ontario ne puisse travailler au Québec. Et donc, cette commission-là va faire ces enquêtes nécessaires-là et amener ces cas-là devant le tribunal et c'est le tribunal
tribunal, la Cour qui décidera. Donc, c'est important et il faut agir à l'intérieur de notre juridiction. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut respecter la Constitution et pas intervenir dans les champs de compétences des provinces. Donc, c'est ce que je demande au gouvernement fédéral. C'est ma position en tant que candidat. Le fédéral doit agir pour faire respecter la Constitution, qui est un domaine de compétences exclusive fédérale, et les provinces doivent agir en conséquence. Si je peux me permettre sur ce point-là aussi, il faut bien comprendre que la contestation de Mme Grenier a deux volets. Il y a l'aspect du décret qu'on constate qui n'est pas valide et effectivement qu'on pense qu'il politiquement devrait être aboli parce que sans ça, la fédération n'aurait pas juridiction parce que c'est de juridiction exclusive provinciale. Donc l'empiètement ici est du provincial sur le fédéral. La fédération, oui, excusez-moi. Et c'est de juridiction fédérale. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans le cas particulier du sirop d'érable, c'est un marché qui est presque exclusivement un marché d'exportation, semblable à ce qu'il y avait eu dans le cas de la potasse à l'époque. Et un autre argument de plaidoirie qu'on a, c'est de dire que dans les faits, le sirop d'érable dépasse la juridiction provinciale parce qu'il empiète sur ce commerce-là, qui est essentiellement de l'exportation et qui donc devrait découler du fédéral. Vous ne pensez pas que ça pourrait être mal perçu au Québec, comme le ministre Paradis a déjà dit qu'il pensait agir très prochainement dans le dossier, que d'imposer tout de suite l'abolition du décret? Ça ne pourrait pas être mal perçu chez vos membres conservateurs? Ou chez Non, absolument pas. Moi, non. Je pense que le fait d'agir pour faire respecter la Constitution canadienne, c'est important et l'ensemble des Québécois vont comprendre ça. Faut pas gêner, faut être fier des compétences que nous avons dans la Constitution et d'agir. Comme je dis, après 149 ans, là, il y a le temps d'agir. Les provinces se sont mis ensemble. Parlons des provinces. Les provinces se sont mis ensemble en 1992 pour former, ou 94, 12 ou 14, peu importe, là, pour former le Conseil de la Fédération et essayer d'avoir un vrai libre-échange au Canada et d'abolir les barrières. Après plus de 22 ans, on est encore au même point. On devait avoir une entente au mois de mars dernier, il n'y a pas eu d'entente. Il y avait une grosse rencontre cet été, il n'y a pas d'entente. Les provinces sont le problème. Ils sont les problèmes. Les provinces elles-mêmes sont à l'origine du problème et elles ne peuvent régler le problème. Le gouvernement fédéral doit agir et c'est plus le temps d'avoir des consultations avec les provinces. Ça fait plus de 22 ans que les provinces essaient de régler ce problème-là et il n'est pas réglé. Donc, agissons à l'intérieur de nos compétences. Nous avons le pouvoir législatif de le faire. Il s'agit d'avoir du courage et de le faire. Marie Vestel, Le Devoir. Bonjour, M. Bernier. Oui. Vous disiez hier, je pense que c'était hier, que vous êtes d'accord, puis vous l'avez répété, que vous êtes d'accord qu'il existe des valeurs occidentales, des valeurs canadiennes. Oui. À ce sujet, est-ce que vous estimez alors qu'il faut qu'il y ait des moyens mis en place pour protéger ces valeurs-là? Je ne veux pas vous parler de radicalisme ou de terrorisme parce que vous avez déjà expliqué ce qu'il faudrait faire, mais pour protéger ces valeurs-là, est-ce qu'à votre avis, il faut faire quelque chose, que ce soit vestimentaire comme en France ou autre chose? Non, moi, je crois que ce qu'il faut faire, il faut s'assurer au Canada qu'on ait plus de liberté et plus de prospérité. Ça va donner plus d'opportunités à ces gens-là de bien s'intégrer dans la société canadienne. C'est ce qu'il faut faire. Et la preuve est démontrée. Dans des sociétés prospères, les immigrants s'intègrent mieux. Et ils vont s'intégrer au Canada de façon plus facile si on a plus de prospérité au pays. Et c'est pour ça que d'ici à la fin du mois de septembre, j'aurai justement une prise de position très claire sur comment faire pour avoir plus d'investissements au Canada, pour attirer des investissements, pour s'assurer qu'on ait plus de productivité, qu'on ait une société plus libre et plus prospère. J'y arriverai. Mais la façon de mieux intégrer les immigrants à la société canadienne est de leur permettre d'avoir plus d'opportunités. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, à votre avis, il ne faut pas mettre en place de moyens de protection ou de renforcer comme une charte des valeurs du Parti québécois, quelque chose comme ça. C'est pas ce que vous avez en tête. Puis je vais juste poser deux questions parce qu'après j'en ai plus. Et est-ce que vous avez peur que ce débat-là, dont je présume on n'a pas fini de parler, cause des divisions au sein du Parti conservateur, comme on est en course au leadership, comme on va en parler, ça vous a coûté des votes à la dernière élection. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage? Fait que si vous pouvez répondre aux deux. Bien, il y a une candidate qui soulève ce débat-là. Donc, c'est là et ça incite les autres candidats à se positionner. Je pense que c'est sain. Je ne pense pas qu'au sein du Parti conservateur, il y ait
les gens veulent discuter. Moi, je pense qu'ils veulent plus discuter d'économie que de cela. Mais les gens veulent discuter. Et je pense qu'en bout de ligne, les conservateurs vont s'unir derrière un candidat ou une candidate qui a des positions qui vont unir les conservateurs, mais aussi au-delà de ça. Si on veut être au gouvernement dans 4 ans, il faut essayer de convaincre les autres Canadiens qui ne sont pas membres du Parti conservateur que nous avons des politiques adéquates pour l'ensemble des Canadiens. Et c'est ce que je veux faire. Donc, Mme Leach ouvre un débat qu'elle souhaite faire. Quelles seront les conséquences de cela pour répondre à votre question? Le temps nous le dira. Juste sur, est-ce qu'il faut des moyens comme une charte des valeurs du PQ? Est-ce que ça serait quelque chose que vous jugez nécessaire ou c'est vraiment juste, il y a des valeurs puis c'est tout, on fait rien? Parler de politique provinciale, je suis au fédéral. Là, ce que veut promouvoir les candidats au leadership du Parti québécois, c'est leur affaire. Mais moi, je pense que les valeurs canadiennes existent. Contrairement à certains où ils disent qu'il n'y a pas de valeurs canadiennes, les valeurs canadiennes existent et ces valeurs-là sont bien définies. C'est des valeurs fondamentales, c'est des valeurs en ligne avec la société occidentale et on doit par nos politiques publiques les promouvoir. C'est ce que je crois. Merci. Gordon Press. Mr. Bernier, you probably noticed hasn't exactly been a whole lot of policy announcements from other candidates during this race. It's been quite devoid of announcements, but your approach has been quite the contrast in that you look like you're trying to win this with a battle of ideas, and I'm sure there will be announcements coming. But I wonder if you can just elaborate a little bit on that and how your approach to winning this, and you're putting out a lot of ideas, including on how you would take on the maple syrup cartel, because we haven't seen much from other candidates so far. Yeah, but if you want to convince conservatives and Canadians to be on your side, I think they must know who you will do for them. And that's why it's important for me to bring these new ideas. And I can tell you that I will have a full platform before the end of this campaign. So everybody will know what Maxime Bernier is standing for, what I believe, what I think it will be right for this party. I think it's essential if you want to be the leader of the Conservative Party of Canada to bring ideas and having these debates. So, and I'm very pleased with what I'm doing right now. I can see a lot of enthusiasm all across the country with our position based on, as you know, my 4 themes of the campaign: individual freedom, personal responsibility, fairness, and respect. And all our policies are based on that. And it's a core conservative values, but also Canadian values. Respect the Constitution, respect the equality between the men and women, respect the rule of law and all that. So I'm very happy with my campaign up to now, and I don't see myself campaigning without bringing any new ideas on the table. If you want to have the support of the members of the Conservative Party of Canada, they must know what they will have at the end. Do you think it will turn into a bit of a popularity contest depending on which candidates get in, and that sometimes ideas do drive votes, but often if there's a popular candidate that people have seen around, do you think it could turn into a popularity contest, or ideas will in the end win the day? I believe that ideas at the end will win. That's what is changing the world. It's all about ideas, and I'm in politics for these ideas. I fight for more freedom when I was a minister, in the cabinet, around the cabinet table, in the caucus, and now I'm very pleased to have the opportunity to fight for these values as a candidate. So I think at the end people will vote for having a Canada that will be more free and more prosperous, and having the solution for that. So I'm bringing that forward, and we'll see. So that's a nice challenge for me, and I think I'm bringing a lot of good ideas for the members of the party to think, and they will be able to decide at the end. Joyce Napier, CTV. Thank you, Monsieur Bernier. So I'm trying to understand your position here. You say that a debate on Canadian values is important. It's an important debate to have, especially in your leadership race. So would you be totally against a questionnaire to new immigrants? Are you totally against Yes, that? yes. I mean, I said in my statement yesterday that it is not a solution to ask people. We must have a screening these people, and we must give more resources to our securities agency, to the CSIS, to the RCMP, to the
immigration and all that. So that would be the way. A questionnaire, it's only a questionnaire. That's not effective. So in this screening process that you said should take place, what kind of questions then do you think should be asked? But in the screening process, I said in my statement that we have a good screening process in Canada right now. We just have to put the right resources for that. I'm not asking to change the screening process. I'm asking to put the right resources in place for being sure that we're doing what we must do. And it's why I believe in our Canadian system of immigration. J'avais une question pour vous. Quand vous parlez de l'arrêté en conseil, c'est un arrêté en conseil provincial? Fédéral. Fédéral, OK. C'est le fédéral qui a passé un décret pour donner le pouvoir à l'UPA et à la fédération de gérer le contrôle, de gérer la vente interprovinciale. Donc, le fédéral a juste à abolir son propre décret. Et donc, il y aurait une liberté de commerce au Canada. C'est ça, Hans? Exact, parce qu'il y a une grande partie du débat qui porte sur l'interprétation de ce décret-là, à savoir qu'est-ce qu'il donne exactement comme pouvoir à la Fédération et est-ce que oui ou non, il est constitutionnellement valide. Vous dites que ce décret-là existe depuis 2000, si je comprends bien? Depuis 1993. 1993. Il a été renouvelé. Depuis 1993. Donc, 1993, c'est l'année où les conservateurs ont perdu le pouvoir, sauf qu'il y a 10 ans, vous avez repris le pouvoir et vous n'avez rien fait à ce sujet-là. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que lorsque j'ai été consulté par Hans et Mme Grenier, ils avaient gagné leur cause en Cour supérieure. La Cour supérieure a dit à l'époque que ce décret-là est invalide et inconstitutionnel. Donc, elle avait la liberté de commerce. Depuis ce temps, l'UPA et la Fédération sont allés en appel. Et elle a perdu sa cause en appel. Donc, dernièrement... c'est 21 juillet de cette année. Ça fait que tout le temps qu'on était au gouvernement, la Cour avait déclaré ce décret-là inconstitutionnel. L'UPA n'avait pas commencé la cause en cours d'appel après les élections. Et il faut comprendre, il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, mis à part cet élément-là, qu'effectivement on avait gagné en disant que ce décret-là n'était pas valide à l'époque. Il faut comprendre qu'en 1995, quand le décret a été adopté, le sirop d'érable était très peu réglementé au Québec. Tout ce qu'on avait à faire, c'était payer des contributions pour vendre son sirop, qu'on pouvait le vendre comme on le veut, à qui on le veut. Il n'y avait pas de contingentement, il n'y avait pas d'agence de vente. C'est au début des années 2000 que ça a pris des proportions absolument épiques ou désastreuses. On les qualifiera dépendamment de quel côté de la clôture on est, mais qui, à mon avis, sont des aberrations dans une société libre et démocratique. Donc, s'il était valide, il a été déclaré invalide, mais vous ne l'avez pas effacé des livres. Non, et... vous le regrettez? Bien, à l'époque, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, mon gouvernement, et toujours aujourd'hui le Parti conservateur du Canada, croit en la gestion de l'offre. Et donc, ce que vous pouvez conclure, c'est que j'ai pas eu de succès à demander à ce décret-là soit aboli. Parce que dans le cadre de mon gouvernement, c'est que si on abolissait ce décret-là, c'était de faire une brèche dans la gestion de l'offre. Et il n'était pas question, notre position électorale était de protéger la gestion de l'offre, la position gouvernementale était de protéger la gestion de l'offre. Mais j'étais bien heureux que Hans et Mme Grenier gagnent en cour supérieure, et j'aurais souhaité qu'ils gagnent en cour d'appel, mais bon. Donc là, la Cour suprême va décider, et donc je demande à ce gouvernement-là d'abolir le décret. Donc vous n'avez pas eu de succès avec votre gouvernement, mais vous espérez en avoir avec M. Trudeau. J'espère bien, oui. Fanny? Président, M. Bernier, est-ce que vous avez demandé explicitement à votre parti, est-ce que ça a vraiment été discuté, ce sujet-là? C'est tout dans le cadre des discussions sur la gestion de l'offre, et il y a eu des débats à l'interne sur ce dossier-là, au sein du caucus, au sein du cabinet à l'époque, et vous savez que j'étais ministre d'État à l'agriculture, et donc j'étais solidaire de la position du cabinet, et j'ai défendu la gestion de l'offre à cette époque-là. Et maintenant, bien, je suis libre de défendre les idées qui sont les meilleures pour les Canadiens. Je pense que l'abolition de la gestion de l'offre et l'abolition de ce décret-là serait une chose à faire. Est-ce que vous avez plaidé activement en faveur de ce dossier-là? À l'époque, vous étiez... Il faut dire que la position du parti au dernier congrès, si vous me parlez du congrès du parti, l'abolition de la gestion de l'offre n'a pas été soulevée dans les derniers congrès. Et ce que je souhaite en tant que candidat, c'est qu'on fasse le débat. Dans 2 ans, il y aura un congrès. Et je souhaite bien que les membres amènent une résolution pour abolir la gestion de l'offre et permettre la liberté de commerce aussi dans le sirop d'érable. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci. Merci.